Qui récupérera la couronne dimanche soir de l'Euro. Bonjour les socios, ravi de vous retrouver. On est dans le Club des 5. On va faire la preview de cette finale qui nous attend dimanche donc à Berlin entre l'Espagne et l'Angleterre. Une finale royale entre deux royaumes qui vont essayer justement de conquérir l'Europe. Et on va en parler bien sûr avec un très très beau plateau. Comme toujours, on a pris les deux spécialistes des deux pays, des deux contrées. Monsieur Elton Mokolo. Good evening, everyone. Bien sûr. Last game Pour between l'Angleterre. Spain and England. Yes. Yes. Pourquoi parles-tu anglais, Elton? Because I had to improve my English. Oh, ok, très bien. Tu aurais pu nous le faire en espagnol aussi. Hola, chicos. ¿Qué tal? Ah ouais, d'accord, oui, Muy on est bien. moins. El domingo a las 9 de la noche. La grande finale entre España et Inglaterra. Je m'attendais à mieux. En el Stadio Olimpico de... Non, mais c'était pas pour. El Stadio poursuivre, Olimpico hein. de Berlin. Séance malaise. Non, c'est pas grave. Je peux le faire en français. pour tout- Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, mais on te trouve plus convaincant déjà. Ouais. Mais non, c'est pas grave, t'inquiète, ça permet à tout le monde de voir que les langues, c'est pas facile. C'est pas toujours une réussite Tu chez tout le sais monde. que je peux tenir conversation partout. Ah, mais je te fais confiance. T'avais pas fait une interview une année en espagnol en Colombie ou je sais pas quoi? Ah bon, mais encore un truc comme ça. Ouais, voilà. En Colombie? En Colombie, ouais. Si, j'habite Pour une chaîne colombienne. Ouais, pour une chaîne colombienne il y a 3-4 ans. T'es allé parler de qui déjà là-bas? Je crois que j'ai eu. Je m'en rappelle. Sur le même Barça, plus. je pense, non? Oui, Non, bah oui, non, mais c'est sûr, c'était pas sur Charenton. Je m'en rappelle même plus. C'est vrai que j'étais passé dans une chaîne colombienne. C'est à Ouais, ça- Medellín, un grand reportage. Charentonense, con Elton Mokolo. Ça a remonté. J'y crois pas. Najim Medini, Hello. en français? Non, My name is Najim. Ah, On va s'arrêter ici. Hein. On Ouais. va reprendre en français. Ça va, très content. Hein. L'Angleterre qui se Ah qualifie oui, pour carrément. la finale. Ouais, non, ça va, je suis content. Je suis content pour l'Angleterre qui s'est frayé un chemin en finale. Content aussi de cette affiche. Parce que c'est une affiche assez inédite, même finale inédite, hein, en finale. effectivement. tout On à n'a fait. jamais vu, même nous, de notre vécu, on n'a jamais vu l'Espagne et l'Angleterre s'affronter en compétition tout à fait. internationale. Donc content. Ouais, effectivement, on va en parler de cette finale. On va essayer de dessiner déjà les contours de cette rencontre, de revenir aussi un petit peu sur les forces de ces deux équipes, les faiblesses forcément, ce qui pourra faire basculer ce rendez-vous. Je voudrais juste, avant de vous rappeler les socios, qu'on remercie nos partenaires historiques, bien sûr, Winamax qui nous accompagne depuis de nombreuses années, qu'on remercie. Et puis bien sûr, on salue notre nouveau parfum, notre nouveau J-Nouveau toujours, mais on arrive bientôt à la fin de l'Euro, donc on commence. La période d'essai est quasiment terminée, je dirais. Donc notre partenaire dorénavant, fidèle à bonmaillot.com, bien sûr. On vous invite à aller sur leur site pour vous procurer des box mystères, bien sûr, dans lesquels vous pourrez trouver des maillots plutôt sympas avec l'arrivée de la nouvelle saison. Et vous avez un code promo 10% avec le Club des 5. Et on vous avait fait gagner, on avait ouvert une box qu'on voulait vous faire gagner lors de l'émission, il me semble, sur Kylian Mbappé, un maillot de l'Espagne. Ah, bien joué. Parce que c'était Le prémonitoire. domicile ou l'extérieur qui est pas Extérieur mal, là 2022. Ah, d'accord. L'extérieur 2022. Alors, j'ai le nom du gagnant parce qu'on avait d'abord annoncé un gagnant, finalement, qui ne peut pas recevoir le maillot. Donc, on a ce qui est retiré fâcheux. le sort, ce qui est fâcheux, c'est dommage. On s'en excuse. Et donc, le nouveau gagnant, c'est IDSGB11 qui avait commenté également sur la vidéo. C'est un tirage au sort, bien sûr, qui a été effectué par les équipes du Club des 5. Pour tout vous dire, on va être honnête, c'est incroyable. C'est fou. On a refait un tirage au sort et c'est retombé sur la même personne qui pouvait pas recevoir le maillot. Donc on a refait un troisième tirage au sort. Donc comme quoi, pour le coup, l'honnêteté est totale. C'est dingue, quand même, hein. Non mais franchement, Que la même personne tombe deux fois. voilà, je le salue. Qui a effectué le tirage au sort? C'est moi. Enfin, le premier c'était pas moi, mais le deuxième c'est moi. Ouais. Donc c'est deux personnes différentes qui ont tiré la même personne au sort. C'est fou. C'est quand même assez spécial. Trêve de bavardage, les amis, puisque là on fait une longue intro, mais allons directement dans le vif du sujet. Il y a une finale qui nous attend dans quelques jours du côté de Berlin. L'Espagne, donc, qui s'est qualifiée, on s'en souvient dorénavant, contre l'équipe de France, a été rejoint par l'Angleterre. Vraiment sur le gong, hein, au finish, grâce à un but de Watkins dans les dernières minutes contre les Pays-Bas, victoire 2-1. Donc pour les Anglais, finale inédite, comme tu le disais, Najim. Et puis, c'est une sorte de Royal Rumble parce que c'est une très très belle affiche, Elton, entre deux équipes au style assez différent. Une qui nous a beaucoup séduit pendant l'Euro, une autre qu'on attendait au rendez-vous, un peu comme l'équipe de France, et qui, elle,
arrive en finale. Donc on est quand même sur une opposition qui est sexy pour ce 14 juillet. Là, c'est le feu et la glace, le feu incarné par l'Espagne, par tout ce qu'ils sont capables de faire en termes footballistiques, de déployer du football vers l'avant, avec des individualités telles que Dani Olmo, telles que Lamine Yamal, telles que Nico Williams, telles qu'Alvaro Morata. Et puis il y a la glace, ce froid réalisme incarné par l'Angleterre, qui dispose tout autant de talents, qui sur le papier sont de très bonne qualité. On fait référence à Jude Bellingham, fait référence à Phil Foden, Harry Kane, Bukayo Saka, mais qui a un côté beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus anglo-saxon. C'est-à-dire que tout est programmé, il y a les gains marginaux à avoir, il y a cette idée d'être efficace et fiable. D'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant parce que du côté de la presse anglaise, on a souvent mis en avant ces deux idées, fiabilité, efficacité. Et c'est ce qui a été le cas tout au long de la compétition, tout du moins cette notion de fiabilité, parce qu'au premier tour, tu avais un déficit d'efficacité face au Danemark et face à la Slovénie. Et là, on a le sentiment qu'on l'a retrouvé progressivement, parce que là, les faits sont têtus depuis la Suisse. Force est de constater que moi, j'avais été très critique sur la performance de l'Angleterre, mais je pense qu'il y a un avant et il y a un après but, Jude Bellingham contre la Slovaquie, dans la mesure où ils étaient tellement au bord du précipice que ce but a été libérateur, et ils ont abordé les deux matchs contre la Suisse et contre les Pays-Bas avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus d'autorité, quand bien même, à 2 reprises, ils ont été menés par la Suisse et par les Pays-Bas. Ce qui ne les a pas empêchés de retourner la situation avec cet épilogue, le but de Watkins contre les Pays-Bas. Voilà les forces en présence. Ouais, quand on dresse ce bilan-là, Najim, on a envie de se dire que chacun dans leur style aussi, certes. Bien sûr. Mais on a les 2 meilleures équipes de l'Euro, sincèrement, peut-être sur cette finale. Dans leur style, encore une fois. Ouais. Si on prend les 2 tableaux... Oui, peut-être. Voilà. C'est vrai que bon. Si on prend les 2 parties de tableau, c'était peut-être les 2 équipes à ressortir. Moi, je pense quand même que l'équipe de France aussi, ou l'Allemagne. Mais... Ouais, ce que j'allais dire. Je pense que les 2 meilleures équipes se sont peut-être affrontées en quart de finale. C'était peut-être le Espagne-Allemagne qu'on a eu en quart, parce que dans le contenu, quand même, l'Angleterre nous a quand même beaucoup déçus, et longtemps déçus. Après la phase de groupe, même si l'Angleterre avait terminé premier de sa poule, on était quand même déçus du jeu déployé par cette équipe anglaise. Depuis les 8e de finale, tu as ce match contre la Slovaquie où tu as ce miracle à la dernière minute de Jude Bellingham qui permet à l'Angleterre de continuer son parcours. Contre la Suisse, c'était pas démérité. L'Angleterre a fait plus ou moins jeu égal avec la Suisse. C'était même par moments plutôt mérité pour cette équipe anglaise. Mais dans le contenu, on est encore une fois resté un peu sur notre faim. Et en demi-finale, contre les Pays-Bas, là pour le coup, c'était peut-être le meilleur match des Anglais. Où j'ai trouvé que c'était plus cohérent, un peu plus sérieux, où j'ai vu une certaine trame que je n'avais pas vue depuis le début de la compétition, mais ça reste pas spectaculaire. Alors certes, sur le plan défensif, et Elton l'a dit, quand il évoque la glace, ça évoque aussi cette froideur sur le plan défensif, où l'Angleterre est une équipe qui ne concède pas énormément de buts. Tu as ce système défensif avec... disons 3 défenseurs centraux, parce que tu as John Stones et Guéhi, mais tu as un Kyle Walker aussi qui se projette assez peu vers l'avant et qui forme par moment une charnière, une défense à 3 dans cette équipe anglaise. Tu as au milieu de terrain Declan Rice également qui fait un gros travail d'abattage au milieu de terrain. Donc oui, tu as 2 styles qui sont complètement opposés. Une équipe séduisante d'un côté, cette Espagne qui est joueuse, qui est dansante, qu'on a envie de voir jouer, avec 2 joueurs notamment sur les côtés qui sont des joueurs frissons, la personne de Lamine Yamal et de Nico Williams. Et puis de l'autre côté, tu as une équipe qui dans le contenu est beaucoup moins séduisante, peut-être un peu plus de froideur. Je trouve que c'est un mot qui caractérise assez bien cette équipe anglaise, qui a réussi à se frayer un chemin, on ne sait pas trop comment par moment, mais qui est là et qui a un petit peu le visage du méchant. C'est-à-dire équipe pas séduisante, un entraîneur qu'on aime bien pointer du doigt, Southgate, des joueurs qui nous ont qu'on a adoré suivre durant leur saison en club, mais qui n'ont pas forcément toujours atteint leur meilleur niveau avec la sélection durant cet Euro. Donc ils ont vraiment cette image un peu du méchant qui, lors de cette finale, va peut-être l'emporter face à l'équipe qu'on a aimé, adoré, c'est-à-dire l'Espagne. Donc belle confrontation entre l'Espagne et l'Angleterre. Alors effectivement, c'est un duel de style qui est très très intéressant pour cette finale. On vient de parler du feu et de la glace, Elton. Justement, ça nous rappelle un peu quelque part le match de la demi-finale contre l'équipe de France, où on avait aussi ce sentiment-là que ça allait être ce type d'opposition. Est-ce qu'il y a pas un risque pour l'Angleterre du coup de subir le même sort que les Bleus, c'est-à-dire d'un moment donné tomber sur une équipe plus joueuse, qui a beaucoup plus de maîtrise, notamment au milieu de terrain? Est-ce que c'est peut-être pas là où l'Espagne a un petit avantage pour toi? Oui, c'est un risque qui est important. C'est un risque qui est important à partir du moment où l'Espagne avec brio a réussi à renverser tous les obstacles qui se sont présentés devant elle, parce que faut quand même insister sur le fait que l'Espagne a été menée contre l'équipe de France et que tu aurais pu rapidement en douter, mais tu as eu le mérite d'égaliser très rapidement.
D'ailleurs, c'est quelque chose de salutaire du côté de l'Espagne. Et c'est ce qui m'a plutôt bluffé et surpris parce que j'ai souvent connu, enfin tout du moins ces dernières années, une équipe espagnole qui baissait les bras après un but encaissé. Je veux dire par là, contre la Géorgie, tu prends un but contre le cours du jeu, tu réagis très rapidement. Contre l'Allemagne, tu prends quand même un but à la 93e minute, mais tu réagis bien, si bien que tu vas gagner en prolongation. Et là, contre l'équipe de France, alors que tu te dis 1-0 face à l'équipe de France de Kylian Mbappé, donc ça peut être très compliqué, tu réagis très rapidement, si bien que tu mets 2 buts en 4 minutes. Moi, c'est principalement ce qui m'a bluffé du côté de l'Espagne, et je pense que l'Angleterre est un public averti. L'Angleterre est un public averti parce qu'ils savent très bien que face à l'Espagne, la marge d'erreur sera beaucoup moins importante, parce que en gros, tu as une équipe qui est justement capable de maximiser ses temps forts et de faire en sorte que ces temps faibles incarnés par un but encaissé soient beaucoup plus minimes. Et ça va être pour le coup un test pour l'Angleterre, parce que ce qui a caractérisé, et moi j'ai été frappé par un mot qu'a évoqué Harry Kane. Harry Kane a évoqué le fait que ce qui définit la grandeur d'une équipe sur un tournoi international, c'est la résilience. Et c'est ce qu'a fait l'Angleterre sur cette phase éliminatoire, où la résilience a été le trait de caractère le plus important de cette sélection. On l'a évoqué contre la Slovaquie, où ils auraient pu imploser avec cette pression qui a été quand même très importante. Oui, mais regarde, les Bleus hier, ils n'ont pas forcément implosé, mais ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Est-ce que c'est pas un risque par rapport à la maîtrise de l'Espagne? Mais c'est un risque qui va être important. Parce même si on peut se dire que dans l'adversité, l'Angleterre a déjà joué des équipes mais tu fais bien d'évoquer ce parallèle, parce que l'équipe de France, pour la première fois de la compétition, a été confrontée à une situation inédite, être menée. Oui, l'Angleterre l'a été dans 3 matchs. L'Angleterre, ça a été son lot tout au long de la phase éliminatoire. Contre la Slovaquie pendant de longues minutes, contre la Suisse pendant une. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on les a vus mettre en place quelque chose dans le jeu quand Exactement. Ils ont été menés. Donc c'est une équipe qui a habitué, entre guillemets, à courir après le score. C'est une équipe qui sait cohabiter avec cette idée qu'elle est au bord du précipice. Donc ça peut être un atout, ça peut être quelque chose de positif. Enfin, je l'espère pas pour eux s'ils veulent gagner le titre, s'ils sont amenés à être menés par l'Espagne sur une finale. C'est-à-dire que je vais pas, entre guillemets, voir une équipe anglaise qui va craquer parce qu'ils vont être menés, parce que ça a été le lot de sa compétition en phase éliminatoire. L'Angleterre qui avait rapidement mené lors de la dernière finale de l'Euro. D'ailleurs, c'est toi qui en parlais, je crois, ce soir. Ça va être la première fois que l'Angleterre joue une finale hors de ses bases. Exactement, ils ont insisté là-dessus. The Foreign Soil. Ils ont insisté là-dessus sur le fait que. Tu veux vraiment le bosser, l'accent anglais. Clairement. Pas le lâcher. Ils ont insisté sur le fait que c'était la première finale sur un sol étranger, parce qu'il y a eu 2 finales internationales, Wembley 66, Wembley 2021. Et Berlin 2024. Et Berlin 2024. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant du côté de la presse anglaise, et notamment du côté de The Independent. Ils ont expliqué qu'on était sur la semaine la plus importante de l'histoire du football anglais dans l'ère moderne. Ouais. Et là, ils sont à un match. Ouais. Mais tu sais, Najim, juste quand même, par rapport à tout ce que vient de dire Elton, notamment sur le fait d'avoir eu la capacité de revenir dans cette compétition, d'avoir su mettre en place des choses quand ils étaient menés, donc de s'adapter à ce type de scénario. Quand on vient notamment de citer l'exemple, le passé anglais qui va faire sa 2e finale consécutive, qu'il a perdu déjà à la maison il y a 3 ans, est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi une victoire obligatoire pour les Three Lions, une grosse pression par rapport à l'Espagne, on en parlera juste après, mais qui elle pour le coup a peut-être encore un peu le temps d'attendre? C'est une pression un peu différente, parce que c'est vrai que l'Espagne va peut-être avoir de la pression par rapport à la jeunesse de son effectif. T'en as beaucoup qui participent à leur première compétition internationale, que ce soit les jeunes, Yamal, Williams, mais que ce soit aussi un Lenormand en défense centrale. T'en as beaucoup qui participent à leur première compétition internationale. Donc il va y avoir de la pression par rapport à ça. Et puis du côté de l'Angleterre, c'est ce que tu as évoqué, c'est que l'Angleterre n'a pas remporté de compétition depuis 1966. Ils ont perdu une finale d'Euro il y a 3 ans. En quelque sorte, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et on sait qu'en plus, ils ont un immense fardeau et que la victoire de l'Angleterre dimanche, si elle arrive, elle peut briser en quelque sorte une malédiction et libérer les générations suivantes. Donc c'est un match qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça revient finalement à cette opposition. Libérer cette génération aussi, qui attend ce bien titre. Sûr, aussi, parce que cette génération, elle a encore pas mal d'années devant elle. Mais on parlait d'opposition de style. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire des 2 équipes, je trouve que l'opposition de style, elle se niche aussi là. C'est-à-dire que l'Espagne, il faut rappeler que le jeu à l'espagnol, comme on le dit, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé. Dans les années 90, on parlait notamment beaucoup de la Furia Roja, une équipe assez agressive. Ouais. Et puis, c'est au fil des années 2000
que l'Espagne a su un petit peu régénérer son football. L'influence aussi du Barça. Avec l'influence du Barça, avec aussi une refonte qui a été faite au niveau de la formation, qui s'est drainée à la fois dans les clubs amateurs. Voilà, à la fin des années 90, et ça a commencé à porter ses fruits au milieu des années 2000, avec d'abord la Coupe du Monde 2006, où l'Espagne, même s'ils se font éliminer en huitième de finale contre la France, avait montré des choses intéressantes. Et puis ensuite, ce cycle entre 2008 et 2012. Ça vient de rappeler les souvenirs comme ça. Tu gagnes, un lendemain de défaite. Ça rappelle les bons souvenirs. Mesure tes propos. Donc il y a eu un plan de route qui a été mené au niveau des années 90, qui a porté ses fruits et qui aujourd'hui est encore une fois perpétué. Même quand l'Espagne était un petit peu moins séduisante, il y a sur la Coupe du Monde 2018 par exemple, ou même lors du dernier Euro, il y avait quand même une identité de jeu assez marquée. Et l'Angleterre, l'Espagne, ça a été fait au niveau surtout de leur style de jeu. L'Angleterre, eux aussi, ils ont mené une refonte de leur système. C'était après notamment la défaite contre l'Islande à l'Euro 2016. Ça a été diligenté notamment par Dana Short, qui a signé comme directeur sportif de Manchester United il y a quelques semaines. Et en gros, eux aussi ont voulu un petit peu régénérer leur système de formation, mais en s'axant davantage sur la personnalité, sur le caractère des joueurs. Et d'ailleurs, sur les joueurs qui ont été formés sur les dernières années, on remarque que justement, ce qui fait la spécificité des joueurs anglais, c'est leur caractère, leur personnalité. Et c'est incarné par un Kobbie Mainoo qui a 18 ans et capable d'avoir beaucoup de personnalité au milieu de terrain. Qui a fait un Euro incroyable. Sur les joueurs offensifs, pareil. Un Bellingham qui a 20 ans, t'as l'impression qu'il en a déjà 28. Un Foden, un Saka, qui sont déjà des locomotives de leur club, à City, à Arsenal. Et donc en fait, les deux pays ont décidé un petit peu de régénérer un petit peu, comme je disais, leur système de formation et leur style de jeu, mais de manière un peu différente. Du côté de l'Espagne, on a plus axé sur le contenu, et du côté de l'Angleterre, plus sur le caractère. Et donc je pense que aussi, le style de jeu des deux équipes aujourd'hui qu'on a d'un côté de l'Espagne et d'un côté de l'Angleterre, c'est aussi l'émanation de ça. Alors, avec une équipe espagnole qui a évidemment commencé son processus, comme je l'ai expliqué beaucoup plus tôt. Après, pour recentrer par rapport à la question sur la victoire obligatoire, ça a été la question la plus importante qui a accompagné l'Angleterre tout au long de la compétition, parce qu'il ne faut quand même pas banaliser le fait qu'il y a une énorme pression autour de cette sélection. Il y a des joueurs quand même, Elton, on se dit c'est peut-être le moment ou jamais, parce qu'on le sait nous en tant que Français que c'est pas évident, régulier de jouer quand même beaucoup de finales de grandes compétitions. C'est assez, t'es assez privilégié quand t'en as l'occasion. Il faut pouvoir les gagner. On sait aussi en France. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a une. Et donc, non, mais moi, je pense notamment à des Harry Kane en tête, un Walker. On peut même aller jusqu'à. Un John Stones, qui a 30 ans. C'est ça, des joueurs qui ont déjà 2-3 compétitions avec l'Angleterre. Ils se disent, si on la gagne pas là, c'est terminé. T'es quand même sur quelque chose de conséquent. Ça sera l'héritage de Gareth Southgate, quoi qu'on en dise, quoi qu'on peut dire par rapport aux réserves qu'on pourra avoir sur Gareth Southgate. L'Angleterre est redevenue, ou plutôt est devenue une équipe de tournoi sur l'ère moderne. C'est-à-dire que tu as un héritage qui est conséquent. 3 demi-finales, une demi-finale de Coupe du Monde, 2 finales de suite. Il faut savoir que 2 finales de suite à l'Euro, ça n'avait plus été réalisé depuis l'Espagne 2008-2012. Oui. Et il y a seulement 4 nations qui l'ont fait dans l'histoire du football européen, à savoir l'URSS, les RFA et l'Espagne. Ouais, donc 2 pays qui n'existent plus, quoi. Ouais, voilà. Donc, ça situe quand même la performance. Et donc, par rapport à ça, tu es sur la dernière étape. Être une équipe qui gagne, et ça c'est l'étape la plus compliquée, et c'est par rapport à ça qu'il y a eu beaucoup de frustration par rapport au début de tournoi, où il y a eu beaucoup d'affrontements entre les pundits, donc les commentateurs incarnés par les linemakers, etc., et les joueurs qui, pour le coup, par rapport à ce que dit Najim, eux ont affiché de la personnalité en leur répondant directement ouais, vous êtes marrant, mais vous n'avez pas fait mieux avant. Et aujourd'hui, ils ont l'occasion de changer l'histoire de l'ère moderne du football anglais. Donc, à voir s'ils vont pouvoir dealer, parce que les Anglais, ils adorent parler avec ça, dealer avec cette forme de pression supplémentaire, ou alors, encore une fois, ils vont s'écrouler comme ils l'avaient fait face à l'Italie. Mais pour moi, il n'y a que 2 nations qui ont une pression aussi forte à chaque compétition internationale, c'est l'Angleterre et le Brésil. Le Brésil, on le voit à chaque Coupe du Monde, au moment des hymnes, etc. On sent que véritablement, la Seleção, il y a une immense pression. Ils n'ont pas remporté la Coupe du Monde depuis 2002. Ça paraît être une éternité pour les Brésiliens. Pour l'Angleterre, eux, c'est encore pire. Ils n'ont pas remporté de compétition depuis 1966. Et pareil, on le rappelle à chaque fois. Et je l'expliquais dans une précédente émission, toutes les équipes avaient de la pression, mais on sentait que l'équipe qui avait le plus de pression négative, c'était quand même l'Angleterre. Dès le début du tournoi, je pense qu'on l'a tous senti. Et donc aujourd'hui, c'est le moment où il faut briser la malédiction et remporter la compétition.
Alors, on a parlé forcément de l'expérience anglaise, notamment de ce stade-là de la compétition. On peut forcément essayer de faire le parallèle inverse avec l'adversaire et se dire, Elton, pour le coup, il y a peut-être côté espagnol un possible plafond de verre sur ce type d'événement, un manque d'expérience qui peut coûter la finale, ou au contraire, on parle de manque d'expérience, on va dire, à ce niveau-là international, parce que sinon, on prend ne serait-ce que l'exemple de Rodri qui a gagné la Ligue des Champions il y a un an, Morata qui a joué des finales de Ligue des Champions, Lamine Yamal, il a l'air d'être très impressionné par les rendez-vous et les échelons. Aymeric Laporte a fait la finale de Ligue des Champions, je crois, l'an dernier aussi. Donc, enfin, il y a quand même des joueurs qui ont du vécu, Jesus Navas. Mais on se dit quand même que ce groupe-là, cette équipe-là, ce coach-là, manque encore un peu de maturité peut-être pour... en tout cas, ils doivent nous convaincre qu'ils l'ont dans ce type d'événement. C'est marrant d'évoquer le manque d'expérience parce que factuellement, l'équipe la plus âgée dimanche, ce sera l'Espagne. Parce qu'en fait, la vitrine... Est-ce que là, c'est l'expérience? Justement, c'est pour ça. Oui, quand t'as Jesus Navas qui a 40 ans, Nacho aussi. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire. Le Normand, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la nuance, parce que forcément, quand on parle de l'Espagne nouvelle génération, incarnée par Nico Williams, Lamine Yamal et même Pedri, qui est quand même un 2002, t'es tenté d'évoquer justement cette Espagne new look. Et à côté de ça, tu vois, il y a des joueurs qui sont à un âge assez avancé. On fait référence, par exemple, à Carvajal, qui, paradoxalement, c'est sa première compétition à l'Euro. Non, moi, j'évoquerais le manque de vécu. Le manque de vécu, parce que là, du coup, du côté de la génération anglaise, par exemple, un Bellingham, c'est sa 3e compétition internationale de suite. Même chose pour Phil Foden. Je n'ai pas évoqué le cas Harry Kane, on le connaît depuis 2016, et le match contre l'Irlande notamment. Bukayo Saka, c'est ce que c'est, perdu Bukayo Saka, 3 compétitions internationales de suite. Donc c'est vrai que le manque de vécu, ça va être la question par rapport à l'Espagne. Mais à côté de ça, il pourrait très bien te dire que ça peut être aussi une force. Ça peut être aussi une force parce qu'ils ne seront pas forcément impactés par des images négatives. Et eux, ils pourront te dire que même si c'est un tournoi qui est beaucoup plus mineur, ils ont gagné la Ligue des Nations de l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont quand même commencé à se rééduquer dans la gagne. Parce que, en fait, la Ligue des Nations, qui était vécue comme un trophée mineur du côté de l'Espagne, mine de rien, tu t'aperçois qu'il y a quand même un socle qui a émergé à partir de cette finale, de ce Final Four avec Eindhoven et Rotterdam. Les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Nations ont fait minimum finale de la grande compétition derrière. Exactement. Et puis l'Espagne avait fait finale avec le Portugal qui n'avait pas fait grand-chose. Finale du côté de San Siro. Donc je pourrais évoquer le fait qu'un Rodri a pris plus de place parce que c'était son premier tournoi international post-Busquets. À ce poste-là, il a été élu MVP. Et derrière, tu t'aperçois que même si Rodri, on le connaît du côté de Manchester City, il a fait un Euro de très grande qualité. Et donc tout ça fait que l'Espagne va arriver avec une forme d'euphorie qui pourrait l'amener à gagner ce trophée. Moi tu sais, je me posais la question avant le match contre l'Allemagne. Parce que justement, je me suis dit peut-être que le manque d'expérience, la naïveté allait peut-être tuer cette équipe d'Espagne. Finalement, non. L'Espagne a montré lors de ce match contre l'Allemagne, notamment lors de la prolongation, qu'ils étaient capables de garder leur insouciance, leur fraîcheur. Luis de la Fuente nous a fait un peu peur, par exemple, dans sa gestion de la rencontre contre l'Allemagne. C'est vrai qu'il avait sorti assez rapidement Lamine Yamal et Nico Williams. La France aussi. Oui. Bon. Mais ça c'est aussi une donne qu'on peut prendre en compte. Oui, voilà. Moi, en tout cas, ils m'ont rassuré lors de ce match contre l'Allemagne. Et ça s'est confirmé contre l'équipe de France. Pareil, contre la France, t'es mené 1-0. Tu joues contre l'équipe de France de Didier Deschamps. Moi, au moment du 1-0, je me dis peut-être que l'équipe de France va poser le bus et que ça va être très difficile de trouver des espaces. Finalement, l'Espagne a réussi à les trouver avec une inspiration géniale de Yamal, avec une autre inspiration géniale de Olmo. Donc, t'as des joueurs qui sont en pleine confiance, qui sont en pleine forme. Aujourd'hui, là, enfin dimanche, le rapport de force, pour moi, avant le coup d'envoi, il penche plus du côté de l'Espagne. C'est l'Espagne les favoris de cette finale. Ouais. C'est l'équipe la plus séduisante. C'est la meilleure équipe du tournoi. Où je vous trouve. Mais moi, clairement, pour moi, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que l'Angleterre. L'Espagne est l'équipe la plus séduisante du tournoi, on est totalement d'accord. Mais je pense quand même que par rapport au vécu, c'est l'Angleterre pour moi qui part favori. Mais non, moi je pense que justement. Pour les bookmakers, je sais pas, parce que par exemple, l'Espagne était favorite hier contre la France. Moi, je ne comprends absolument pas. Pour les bookmakers, c'est aussi l'Espagne qui sont les favoris, et assez largement en plus, il me semble. Et je suis plutôt d'accord, parce que c'est la meilleure équipe du tournoi. Et à chaque fois qu'on s'est posé la question justement sur le manque de vécu, le manque d'expérience, ils ont réussi à passer les étapes contre l'Allemagne et contre l'équipe de France. Donc pour moi, c'est l'équipe qui est favorite. Maintenant, attention, faut pas non plus sous-estimer l'Angleterre. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont en plus typiquement le costume du méchant.
qui est capable comme ça d'arriver en finale et de tuer cette équipe espagnole qui, disons les choses, mérite un peu plus pour le moment que l'Angleterre. Aujourd'hui, l'équipe qui mérite le plus de remporter la compétition, c'est l'Espagne, par rapport à ce qu'ils ont pu montrer depuis le début de la compétition. C'est relatif. Comment ? La notion du mérite à ce stade. Oui, je suis d'accord. Parce que je veux pas me faire l'avocat du diable, parce que je pense comme toi que c'est l'Espagne qui mérite le plus, mais par exemple, on peut se dire que l'Angleterre, ils ont réussi à chaque fois de se sortir des scénarios un peu bourbiers où ils étaient menés, avec des émotions incroyables, etc. Donc, non mais tu vois ce que je veux dire ? On peut aussi au mérite dire que cette équipe, elle aura fait, si elle gagne, un parcours quand même assez mémorable. Oui, aussi. Maintenant, n'oublions pas que l'Angleterre était à quelques secondes d'être éliminée contre la Slovaquie, que ça a été une équipe qui, après la phase de groupe, je pense qu'on a tous un peu pointé du doigt cette équipe parce que l'Angleterre n'avait pas montré grand-chose. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que sur la phase finale, en termes de contenu, on est encore loin de l'exceptionnel, quoi. Ah oui. C'est pas dingue. L'Espagne, on parle quand même d'une équipe où certains la trouvent plus séduisante que l'Espagne de 2008 ou de 2010. C'est dire. Après, là, tu vois, ça c'est un autre débat. Avec un peu trop d'engouement par rapport à 2008. C'est un autre débat. Mais c'est une équipe, en tout cas, qui a peut-être plus de folie que celle de 2000. Qui est plus surprenante, forcément. Voilà. Après, t'as un milieu avec Fabian Ruiz qui est inestable depuis le début de la compétition. Sûr. Après, celle de 2008-2010, en termes de maîtrise, la capacité à mettre en place leur plan de jeu, c'était beaucoup plus élaboré. Mais en termes de folie, il y a peut-être plus de folie dans cette équipe espagnole en 2024. Donc, comme tu l'as dit, la notion de mérite reste complètement relative. Mais moi, en tout cas, par rapport à ma définition du mérite, c'est qui mérite le plus pour le moment, c'est l'Espagne. Elton, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Après, on part sur les deux petits cracks. Je n'ai pas d'autre chose à dire par rapport à l'Espagne. Monsieur le juge. J'aimerais juste qu'on dise un mot quand même de nos petits cracks. Parce que ça va être un match dans le match. Bukayo Saka. On va devoir mettre un prince sur le trône. Alors non. Alors c'est vrai que des cracks, il y en a. Hein. On a pu aller sur Saka, Foden, Nico. Je vais en oublier même Rodri, même si Rodri est plus jeune, mais ça reste il peut passer encore un step de plus dans sa carrière. Mais bien sûr, je voulais vous parler bien sûr de Lamine Yamal et de Bellingham. Là aussi, je trouve que ça incarne bien la compétition de chaque. Enfin, ils incarnent bien chacun la compétition de leur nation. Lamine Yamal est ultra surprenant, ultra séduisant. C'est sûrement la révélation, entre guillemets, de l'Euro, même si on connaissait déjà tous Lamine Yamal. Et puis Bellingham, c'est pas ouf avec l'Angleterre. Mais bon, il y a quand même 2-3 moments où on s'est dit, et notamment le but contre la Slovaquie, il va peut-être pouvoir faire la différence sur un grand moment. On l'attend aussi dans cette finale, ce petit match dans le match où... Moi, j'aime bien cette idée... on se dit qu'il y en a un des deux qui pourra nous faire une dinguerie. Moi, j'aime bien cette idée d'incarnation que représentent les deux joueurs par rapport à leur sélection, parce que c'est deux symboles. C'est vrai que Lamine Yamal est l'incarnation du tournoi espagnol, c'est-à-dire un footballeur qui est extraordinaire sur cet Euro. Vraisemblablement, il sera dans le 11 type de l'Euro. Et il a 99,9% de chances de terminer meilleur passeur de la compétition parce que, et a priori, il ne sera pas rejoint puisqu'il a 3 passes décisives. Et il a encore une petite chance d'être meilleur buteur parce qu'il est qu'à 2 buts des meilleurs buteurs, en l'occurrence Harry Kane. Et il a une bonne chance d'être meilleur joueur, à mon avis aussi. Hein. Exactement. Et du côté de Bellingham, pour moi, c'est l'incarnation de l'Angleterre parce qu'on voit que c'est une Angleterre qui est beaucoup plus pénible, entre guillemets, qui a beaucoup plus de difficultés, mais à côté de ça, qui peut capitaliser sur un talent qui est non négligeable. Et quand je te parle de talent non négligeable, il y a ce but contre la Serbie, mais il y a surtout ce but contre la Slovaquie, qui pour moi est le but le plus important du tournoi de l'Angleterre. Parce que c'est l'Angleterre qui est au bord du précipice et qui change sa réalité. De toute façon, s'il n'y a pas ce but-là, il n'y a plus de tournoi. Parce que les Anglais, du côté de la presse anglaise, on a insisté là-dessus et je suis d'accord, c'est le but tournant de la même manière que nous, la France, on l'a vécu avec le but de Pavard en 2018, qui change la réalité du tournoi. Et aujourd'hui, pour moi, ce sont 2 phénomènes d'incarnation qui incarnent bien leurs 2 équipes respectives. Maintenant, reste à savoir comment ça va se goupiller parce qu'on a l'image d'un Yamal à qui rien ne peut arriver, tandis que du côté de Bellingham, on l'avait déjà dit avant la compétition, et ça se vérifie, il est cramé. Il est cramoisi. Mais là, la fatigue, on s'en fout dimanche prochain. Là, il est question de la gloire, c'est-à-dire que dans 60 ans, on peut parler de Jude Bellingham de la même manière que lundi prochain, du côté de Londres, on peut avoir une image tout aussi forte, et là, je n'abuse pas, et je te dis que je n'abuse pas, tout aussi forte que le mariage de Diana et du prince Charles. Parce que là, il sera question de quoi ? Il sera question de ramener un trophée du côté de Londres pour l'Angleterre. Et ça, j'insiste là-dessus. On se calmer quand même. Non, mais je te dis. Non, mais je te le dis, Sam, parce que ça va être une image. C'était 2 milliards de spectateurs quand même, Diana. Non, mais pourquoi je te dis ça ? Parce que par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur la pression que revêt le fait
de voir l'Angleterre remporter un trophée et l'image potentielle que tu pourras avoir. Mais là, tu as une image qui sera au cœur du récit national de l'Angleterre. Ce serait drôle d'ailleurs de voir les Anglais fêter un euro, hein, eux qui n'en voulaient plus il y a quelques années. Alors évidemment, ça n'aura pas la même portée qu'une Coupe du Monde, certes, mais ce serait déjà énorme. Mais ce serait déjà énorme de rapporter un trophée. Attention, faut bien le préciser, l'Angleterre est en quête d'un trophée. Non mais au-delà de ça, cette génération-là anglaise est aussi en quête d'un trophée qui légitimerait un peu plus, on va dire, son statut de grosse sélection depuis 5, 6, 7 ans. Najim, ton avis sur ce petit match dans le match, même si bon, on peut toujours se dire que on n'aura peut-être pas du tout la bonne version des deux, mais si tu dois en voir un faire la différence, ce serait l'insouciance de Yamal ou peut-être plutôt, on va dire, la puissance cette année de Bellingham. Jusqu'à présent, je pense qu'on est obligé de répondre quand même Yamal, parce que c'est lui qui fait le meilleur tournoi par rapport à Bellingham. À la différence d'Elton, je trouve que Bellingham n'incarne pas trop cette équipe anglaise, mais par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il a marqué ce but qui a changé le décorum, qui a changé le scénario de cette équipe anglaise. Il y a eu un avant et un après le but de Jude Bellingham lors de ce match contre la Slovaquie. Mais autant au début de la compétition, je trouve qu'il avait vraiment les clés du jeu. D'ailleurs, ça se retranscrit assez sur le nombre de ballons touchés. Si vous regardez le nombre de ballons touchés par Bellingham contre la Serbie et contre le Danemark, il touche 20 voire 30 ballons de plus que Foden, que Saka ou qu'Harry Kane. Au fil de la compétition, son rôle a beaucoup changé, notamment lors du match face à la Suisse et face aux Pays-Bas, avec pour moi le changement tactique qui a un petit peu changé le style de jeu de Southgate, c'est qu'il a permuté la position de Foden et de Bellingham. Tu as un Bellingham qui joue beaucoup plus côté gauche, et tu as un Phil Foden qui, lui, joue beaucoup plus à l'intérieur du jeu, mais au lieu d'être vraiment un numéro 10, il a tendance à plus aller dans le demi-espace droit pour pouvoir combiner avec Saka et pour pouvoir combiner avec Mainoo. D'ailleurs, ce sont les trois joueurs un petit peu qui ont été les meilleurs, je trouve, face aux Pays-Bas, notamment en première période, Foden, Saka, Mainoo. Et tu as un Bellingham qui est un petit peu plus excentré côté gauche et qui malheureusement fait moins les différences. Moi, son match contre les Pays-Bas, j'ai trouvé que ça avait été le moins bon des 4 offensifs, Bellingham. Donc j'attends beaucoup plus de lui parce que on a vu sa saison avec le Real, parce que Southgate, en début de compétition, a voulu lui donner les clés. Finalement, il est un petit peu revenu sur cette décision parce que malheureusement, Bellingham et Foden avaient tendance un petit peu à se marcher sur les pattes. Donc, évidemment, j'attends beaucoup plus d'un Bellingham. Maintenant, sur un match, il est peut-être capable de nous faire une dinguerie. Voilà ce que c'est aussi Bellingham. C'est un joueur de fulgurance. Il nous l'a montré cette saison avec le Real Madrid, avec ses buts sur le buzzer beater, avec ses buts parfois plein de fantaisie, plein d'inspiration. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un grand Bellingham dimanche. Mais pour le moment, sur l'ensemble de son tournoi, je suis assez déçu. Et puis de l'autre côté, tu as un Lamine Yamal qui, lui, apporte beaucoup de fraîcheur. Et il est juste exceptionnel. Je pense qu'on est tous choqués par ce que réalise Lamine Yamal. Je pense même que c'est entre guillemets un record de précocité, parce que hormis Pelé, voilà, on nous a parlé de Pelé moi aujourd'hui, mais bon, hormis Pelé qui a remporté une Coupe du Monde à l'âge de 17 ans en 1958. Il avait 17 ans quoi, là, il a 16 ans. Ouais, mais il va avoir 17 le 13 juillet. Et Pelé, il avait 17 ans tout court pendant la Coupe du Monde. Si tu prends en tout cas de l'époque moderne, et c'était une autre époque aussi. Les jeunes joueurs qui avaient tendance à faire mal dans des compétitions internationales, Mbappé, il avait 19, il allait sur ses 20 ans en 2018. Rooney, pareil, il avait 19 ans, je crois, à l'Euro 2004, 18-19 ans, mais il n'avait pas 16 ans, peut-être 18 ans. Ouais, 18 ans. Rooney, Ronaldo aussi, il avait déjà 19 ans lors de l'Euro 2004. Torres, il avait quel âge Je sais plus, mais il n'avait pas 17 ans. Il n'avait pas 17 ans. Là, on parle d'un gars, un adolescent. On parle d'un mec qui est encore au lycée. Le dernier mec qu'on a vu à peu près dans le Maccabi, c'était quand même un peu plus, 2 ans de plus, c'était Pedri à l'Euro 2021. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Pedri, Mbappé, Owen à la Coupe du Monde de 98. Mais c'était plus des joueurs qui avaient 18, 19, 20 ans. Là, on parle d'un joueur qui a 16 ans et qui va sur ses 17. Donc, moi, j'ai jamais vu ça. Son insouciance, le fait qu'il prenne ses responsabilités, la capacité à prendre ses responsabilités comme il l'a fait contre l'équipe de France avec cette superbe frappe, et puis même dans ses choix, je trouve que c'est un joueur qui est déjà assez mûr, assez intelligent, qui sait poser des problèmes aux joueurs qu'il a en face de lui. Il a posé beaucoup de problèmes au bloc défensif de l'équipe de France, donc oui, moi je m'attends à avoir encore une fois un très bon Lamine Yamal qui, je pense, sera élu meilleur espoir à mon avis de la compétition. Et attention, parce que même le titre de meilleur joueur en réalité, ce serait pas complètement déconnant, parce que il fait une sacrée compétition. Sur Yamal, on est sincèrement,
Parler de brûler les étapes, c'est encore un terme qui est très faible pour définir ce que fait Lamine Yamal, parce qu'on est sur quelque chose qui nous dépasse, on est sur quelque chose d'historique. Oui, il a débloqué un nouveau monde, lui, dans Mario. Je l'ai déjà évoqué dans une émission précédente, je vous rappelle que encore aujourd'hui, Lamine Yamal a plus joué sur des matchs de football à 7 que sur des matchs de football à 11. Et donc là, on est sur un joueur qui est en train de marquer l'histoire du football, est en train de redéfinir notamment ce qui est la précocité dans le football. Je vous rappelle qu'à avril 2023, il joue son premier match avec le Barça face au Real Betis. On est en juillet 2024. Et donc oui, par rapport à tout ce qu'a dit Najim, je ne peux que corroborer et dire qu'il a encore l'occasion de faire parler de lui dimanche soir. Et j'espère sincèrement qu'il ne prendra pas trop de muscles au fil de ces... Pour rester agile. Ouais, parce qu'en fait, je me faisais la réflexion hier, mais la meilleure version d'Mbappé, c'était quand il était très agile, très félin. La meilleure version de Neymar, c'est quand il était tout fin, tout capable un petit peu comme un serpent de se faufiler dans les défenses adverses. J'espère sincèrement qu'il va pas prendre trop de muscles et qu'il va garder ce côté un peu félin. Ce qui va surtout être crucial maintenant, ça va être la gestion du Barça, parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas anticipé. Voilà, donc j'espère. Je vous rappelle que le synopsis de départ, c'est Lamine Yamal qui devait apprendre dans l'ombre d'Ousmane Dembélé. Mais à partir du moment où Ousmane Dembélé part début août 2023 du côté du PSG, ça précipite l'arrivée de Lamine Yamal. Et on ne s'attend pas à ce qu'il fasse cette saison. Car j'insiste, un dernier élément, c'est qu'on a toujours tendance à penser qu'une carrière c'est linéaire, qu'un joueur forcément il sera meilleur à 22 qu'à 17. C'est pas toujours le cas. On peut parfois avoir des joueurs qui peuvent démarrer très fort et ensuite stagner pendant longtemps. Un Dembélé, par exemple, avait commencé très fort quand il était parti à Dortmund. On s'attendait à ce qu'il soit énorme. Finalement, il a beaucoup stagné, voire même régressé par moments. Il y a cette, on va dire, cette espèce de poncif qu'on s'impose aujourd'hui dans le foot de si jamais un joueur à 2-3 ans, il n'est pas bon, on commence à l'enterrer, mais il y a des joueurs qui peuvent évoluer. C'est ça, bien sûr. Même Vinicius, on a vu aussi à quel point il a pu évoluer. Mais pareil, tu sais, Vinicius actuellement, il a quoi, 23 ans? Zidane Prime, c'est 28 ans, par exemple. 24 ans pour Vinicius. On a tous tendance à penser qu'à 27 ans, Vinicius sera encore meilleur. Peut-être pas. Peut-être qu'on est en train de vivre le prime de Vinicius, on ne le sait pas. Donc attention. Comme on a peut-être vécu le prime de Mbappé. Peut-être. Attention, je ne dis pas que Dembélé avait le même niveau que Yamal à 16 ans. Loin de là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la progression d'un joueur, en termes, elle n'est pas toujours linéaire. Donc profitons de ce qu'il est en train de nous proposer parce que c'est assez exceptionnel. Vous allez nous dire ce que vous voyez pour cette finale, parce que ça va être l'instant au tableau by Winamax, bien sûr. Vous allez pronostiquer cette rencontre. Juste avant, je vous rappelle que jouer comporte des risques, que si vous avez le moindre souci lié au jeu en ligne, vous appelez le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous pourrez contacter des personnes compétentes pour vous aider. L'instant au tableau by Winamax, on approche de la fin. Là, on verra après la finale les résultats globaux de ce tournoi, même si on le voit progressivement évoluer. Walid a encore fait rentrer une cote, décidément. C'est costaud. C'est quoi Elton, non, pas progressé. C'est Harry Kane buteur apparemment. J'étais passé devant Romain et là, il est repassé à la faveur des demi-finales. En plus, vous avez que quelques émissions d'écart, une vingtaine. Après, il y a qu'avec là. Oui, c'est vu comme ça. Non, alors soyez pas mauvaise langue. Normalement, on ne parie plus les animateurs, mais je vois que Romain ne respecte pas toujours la règle, mais normalement, on ne parie plus. Parce que moi, vous voyez, je me suis arrêté en décembre. Ouais. Et je suis pas. Depuis décembre, j'en ai fait qu'un, je crois. Mais je t'ai toujours pas rattrapé. Et on m'avait brimé pendant la CAN quand j'avais voulu faire le double 0-0 Ghana, etc. Mais bon, voilà, enfin bref. Je raconte ma vie, mais le plus important, c'est ce qui va se passer dimanche, les amis. Qu'est-ce que vous voyez alors? Il y a vos résultats secs, mais vous êtes aussi parti, si j'ai bien compris. Najim, tu nous donnes un résultat sec. Elton, tu as un peu plus. Je suis plus dans la nuance. Voilà, comme on dit. Exactement. Bon, on va commencer avec toi, alors, mon cher Elton. Oui. Alors, je suis parti du côté de l'Espagne, qualification. Donc, qualification. Donc, vainqueur de l'Euro, mais pas forcément 90 minutes. La dernière finale perdue par un club sélection espagnole en ce qui concerne Ligue des Champions, Ligue Europa, Euro, Coupe du Monde. Fou. Répète, là c'était Perfora, là j'ai rien compris. La dernière finale perdue par un club ou une sélection espagnole dans un tournoi majeur. La France en 2021. Ça compte pas. Dans un tournoi majeur, j'ai dit Coupe du Monde. J'étais persuadé de la remoucher. C1 ou C3 C1, non. Non, C1, ça fait c'est un bel Atlético contre l'Espagne, contre le Real. Non.
face à un club étranger. Oh ouais, il y a grave des conditions. À chaque fois qu'on dit un truc, en fait, c'est une nouvelle condition. Non. Alors pour être précis, face à un club pays étranger. D'accord, ok. Alors, je vais aller rapidement parce que sinon on va rester. C'est en 2001, c'était Valence contre le Bayern. Contre le Bayern. Et d'ailleurs, il y avait aussi Liverpool contre Alaves en Coupe de l'UEFA la même année. Ouais, mais c'est arrivé un peu plus tard, Valence-Bayern. D'ailleurs, Didier Deschamps était dans le camp de Valence. Donc, c'est vrai. Tout ça pour dire qu'on est sur une série de 22 victoires. Et je pense que la 23e arrive dimanche avec la victoire de l'Espagne, soit en 90 minutes, mais surtout en prolongation. Parce que moi, je vois l'Espagne gagner à l'usure. C'est-à-dire que moi, j'étais rassuré par la qualité de banc espagnol, aussi bien sur les matchs contre l'Allemagne, avec Dani Olmo décisif à la passe et au but, et Mikel Merino décisif en tant que buteur, et même la rentrée contre l'équipe de France, moi, j'ai été quand même globalement satisfait. Donc, c'est pour ça que je me dis, face à l'Angleterre, l'Espagne va faire le boulot. 1,65, donc l'Espagne dimanche. 90 minutes ou plus. Au plus. Tu te laisses bien l'opportunité. Exactement. Tu veux vraiment l'Espagne aller en prolongue, toi? J'écarte rien. Non, mais t'as raison. Remarque, c'est vrai, 2010, ça va en prolongation. C'est vrai, non, mais 2010, Par contre, l'Allemagne, ça va en prolongation. La prudence est reine. Ah, tu parles d'une finale? Oui, non, Et je me dis, dans l'absolu, à Rotterdam, sur la Ligue des Nations, ça va au tir au but. Aussi. Non, mais c'est vrai. Najim. Moi, je suis pas allé sur un résultat sec. Je suis allé sur la même chose qu'Elton, mais sauf que je suis allé de l'autre côté. Ah, je pensais que c'était. Je l'avais pris sec du coup. Non. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, tu m'as dit j'y vais en 90. Ah, bah non, j'ai pas dû comprendre la question. 2,35. Merci. Je la trouve pas mal déjà, la cote. 2,35. Ouais. C'est beaucoup mieux que le 1,65 donc on voit l'Espagne archi favorite clairement. Pour et donc pareil, c'est une victoire sous 90 minutes, ou alors en prolongation, ou alors durant les tirs au but. Je vois l'Angleterre parce que je me dis que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, malgré tous les arguments que j'ai pu dire pendant l'émission en faveur de l'Espagne, ils ont le costume du méchant. Cette équipe qui a réussi à passer à la dernière seconde contre la Slovaquie, qui n'a pas été séduisante, qu'on a adoré détester, et qui finalement finit par l'emporter contre l'Espagne, qui mérite peut-être davantage. Comment ? C'est l'année ou jamais, encore une fois, on a l'impression. C'est l'année ou jamais, et puis surtout des équipes qui perdent 2 compétitions internationales de suite. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On faisait le calcul tout à l'heure en off. La même compétition internationale de suite, il n'y en a pas beaucoup. Il y a notamment, on avait dit notamment les Pays-Bas en 74-78 qui perdent la finale de Coupe du Monde. L'Allemagne aussi. Plutôt. La RFA en 82-86, mais tu n'en as pas beaucoup. L'Argentine récemment. L'Argentine récemment en Copa América. 2015-2016. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc je me dis que cette fois-ci, voilà, l'Angleterre va réussir à effacer ce mauvais souvenir de 2021 et avec beaucoup de cynisme, parce que c'est le terme un petit peu qui représente cette équipe d'Angleterre durant cet Euro, ils vont aller chercher cette compétition. Ce serait quand même un sacré hold-up au vu du tournoi, moi je trouve, mais je pense que c'est ce qu'ils feront. Moi, je sais pas si c'est vraiment un hold-up. C'est quand même un hold-up. Si tu me demandes si je préfère voir l'Espagne gagner, oui. Dieu sait que j'ai dit des choses sur l'Angleterre, mais de là à parler d'hold-up. Voilà, je trouve que t'es un peu dur. Après, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. C'est malheureux, mais c'est malheureux, mais c'est. La réalité, c'est que sur la phase éliminatoire, il y a eu 3 adversaires. Ils ont été supérieurs aux 3 adversaires. En fait. Ouais, d'accord. C'est pas joli, c'est pas beau, mais ça me rappelle une équipe d'ailleurs, mais c'est efficace et ça va en finale sur 2 compètes. Hold-up, t'es dur. Mais peut-être. Je te connais, Najim Medini. Tu dis hold up pour commencer à arrondir les angles. Non, c'est parce que je te connais. Encore une fois, moi sur le plan. Après, peut-être qu'aussi que j'avais beaucoup d'exigences envers cette équipe anglaise. Oui. En fait, quand tu vois la qualité des joueurs et ce qu'ils ont réalisé en club, forcément, tu t'attends avec le ballon à ce qu'il soit beaucoup plus séduisant. Et c'est vrai que j'ai été très déçu par l'Angleterre. En fait, il n'y a aucun match durant la compétition où je suis ressorti de la rencontre en me disant ah ouais, l'Angleterre quand même aujourd'hui ils m'ont régalé. Donc c'est pour ça que je dirais un peu un hold. En fait, et peut-être aussi hold up par rapport à ce que nous a proposé l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne a tellement été séduisante tout au long de la compétition que je trouverais que c'est un hold-up si l'Angleterre l'emporte par rapport à cette équipe d'Espagne qui nous a régalé quasiment à tous les matchs. Maintenant, peut-être que je suis un peu dur. Je sais pas, les gens sur les commentaires nous donneront leur avis. Pas mal ça, là, ces petites techniques. C'est pas mal. Mais je trouve que effectivement, chacun verra qui il a envie de voir gagner dimanche. Mais moi, je trouve que les 2 équipes dans les 2 cas méritent un euro. L'Espagne mérite un euro pour ce qu'elle a produit cette année, même si on a un peu l'impression que c'est tôt, ce sera mérité. Et puis en vrai, si cette génération anglaise-là a un trophée, surtout un trophée inédit, moi ça me choque pas. Je trouverais ça aussi un peu mérité pour l'ensemble de la. Sans relancer le débat ou quoi, mais sans vouloir faire de César d'honneur de l'euro, mais je trouve qu'en termes de contenu, si la France ou le Portugal par exemple s'étaient retrouvés en finale à la place de l'Espagne, ça aurait été la même chose.
C'est-à-dire que ce sont 3 équipes qui m'ont globalement déçu par rapport à leur production collective. Tu vois. Est-ce que si l'équipe de France avait atteint la finale de l'Euro, on aurait peut-être dit que c'est un hold-up s'il la remporte face à l'Espagne? Peut-être. Enfin, peut-être que non, hein. Mais peut-être qu'on aurait dit quand même que c'est un hold-up par rapport à ce qu'ils ont pu montrer depuis le début de la compétition. Après, on peut aussi avoir... On aurait dit que c'était la chatte à Dédé. Aussi, peut-être. Ce qui revient peut-être à un hold-up. C'est une définition peut-être de hold-up. Après, certains te diront, ils n'ont pas tort, que finalement, une équipe, si elle atteint la finale, c'est qu'elle l'a mérité. Et c'est aussi une vision qui peut clairement se défendre. C'est pas faux. Ça, c'est toujours pour conclure un débat. Tu dis c'est pas faux, comme ça au moins t'es sûr que quelque part. Voilà, au moins tu ça t'engage en rien. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Voilà, on va refermer cette page Winamax des sociaux. C'est un merci à Wina, notre partenaire historique. J'en profite également pour remercier unbonmaillot.com. Également, je rappelle IliesGB11, vainqueur du tirage au sort pour le maillot justement de l'Espagne. N'hésite pas à contacter Romain Bédouc sur Instagram, c'est très important. C'est lui qui t'enverra les maillots, c'est lui qui gère. C'est lui qui a la boutique, donc vois avec Romain. Il t'attend donc en DM sur Insta pour t'envoyer le maillot. Merci à tous les deux les amis d'avoir participé à cette émission, la preview de la finale de l'Euro 2024 qui aura lieu donc ce dimanche 14 juillet à Berlin. Stade qu'on connaît bien, hein, pourtant. Pas forcément, ouais. J'aime pas le revoir ce stade. Ouais. Mais trop de mauvais souvenirs. La descente, mon Dieu, je ferai des cauchemars. Ou alors tu repenses à la course gagnée d'Usain Bolt. C'est là-bas où il a fait le record du monde. C'est pas mal. Ouais, mais oui. Non, parce que moi j'étais un grand fan d'Usain Bolt en fait. Je ratais aucune de ses courses. Enfin, pas forcément d'Usain Bolt, mais plus d'athlètes de manière générale, donc d'Usain Bolt, mais ça, c'est pas pareil. Quoi. C'est pas pareil, c'est vrai. Tu vois, c'est vraiment... tu vois pas le stade de la même façon. C'est ça, tu vois, Berlin, pour moi, c'est la dernière victoire du Barça en Ligue des Champions. Donc, si c'est vrai. C'est vrai en 2015. Tout à fait. L'année prochaine, ça fera 10 ans, donc je t'en souviens. On fera une fête, t'inquiète, on se remémorera ce bon moment. 10 ans le Barça. Et ouais. Mon Dieu, c'est long. Ça passe très vite. Oui, c'est pas comme s'il n'y avait pas plein d'équipes espagnoles qui remportaient les compétitions européennes en plus entre temps. Ouais. Merci donc encore une fois à tous les deux. Merci à 8 ans, tous les socios. Ouais, incroyable. 8 ans. 8 ans, il s'en souvient même pas peut-être. Et il va gagner un euro peut-être avant que le Barça organise des champions. Merci en tout cas aux socios. N'hésitez pas bien sûr à vous donner votre avis, vous donner votre résultat pour le match de dimanche. On comparera on verra qui aura eu raison. C'est assez intéressant sur les premiers matchs de l'Euro de tenter ces petits pronos, ces petites formules. N'hésitez pas donc à liker bien sûr, à partager l'émission. Le Club des 5 dispo partout. Je vous le rappelle, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, vous avez toutes les dernières infos et notamment tous les contenus du Club des 5. Merci à Fares Hachem qui a préparé cette émission, à Moricotin aussi qui a aidé à la préparation. Et on vous dit à très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour revenir sur la finale, le vainqueur de cette Euro 2024. Ciao. Salut.